Bonjour et bienvenue sur le plateau du MILF Club pour un nouvel épisode qu'on attend depuis longtemps, que vous m'avez demandé spécifiquement, un épisode sur la fertilité. Aujourd'hui, on accueille Sophia. Salut Margot. Salut, ça va ? Très bien. Ouais. Alors Sophia, elle fait des vidéos informatives, elle cartonne sur Instagram et sur TikTok. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton background en fait ? Alors moi j'ai 32 ans, je suis sage-femme depuis presque 8 ans maintenant. Je suis originaire du sud de la France, de Montpellier, et en fait j'ai débarqué un petit peu comme ça sur Paris après des études de sage-femme et un master de recherche qui m'a donné envie de faire de la PMA. En gros, pour la petite histoire, pendant mes études, on avait la possibilité de faire une option en plus, c'était un master de recherche. Et moi, j'ai atterri dans un stage de test de réceptivité de l'endomètre. En gros, c'est savoir quand est-ce que tu mets l'embryon au bon moment pour augmenter les chances de grossesse chez une femme qui fait de la PMA. Et en fait, je me suis dit que c'était fou en fait, qu'on pouvait faire plein de choses en PMA et qu'on avait encore plein de choses à découvrir. Et donc, ça a resté un peu dans le coin de ma tête. Et quand je suis arrivée à Paris, là, j'ai eu un poste de responsable de la préservation de la fertilité dans un centre. Et du coup, je suis rentrée dans le monde de la PMA comme ça. Et donc actuellement, je m'occupe de la congélation ovocitaire et de la préservation dans un centre sur Paris. Je fais aussi du libéral avec des consultations d'infertilité, des échographies, tout ça. Et effectivement, dans mon temps libre, je fais des vidéos informatives sur les réseaux. Bravo à toi. Beaucoup de choses. Ouais, pas mal. Beaucoup de responsabilités, dites donc. Ouais. Toutes ces vies entre tes mains. Ouais, j'avoue. C'est vrai que mais ça me plaît énormément. C'est passionnant. Alors, la fertilité. La fertilité, c'est un mot puissant. Ça fait peur. C'est assez effrayant quand même quand on y pense. C'est une peur qui réside en nous jusqu'à ce qu'on ait réussi, entre guillemets, à avoir un enfant. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est ici aussi pour désacraliser ce mot qui est utilisé à tort et à travers et rassurer les femmes sur le sujet, mais avec toujours des chiffres et des études et des conseils. Donc, merci Sophia d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir, je suis ravie d'être là aussi. Merci. Et on verra aussi, un peu par la suite, à la fin de l'épisode, que c'est un sujet qui est aussi largement influencé par les lobbies aussi aujourd'hui en France. Et voilà, il y a des considérations éthiques qui sont omniprésentes lorsqu'il s'agit de prendre des décisions à un haut niveau. Donc ça, c'est la partie un peu plus intello de la fin. Donc Sophia, d'abord, qu'est-ce que c'est la fertilité ? Alors ça, tu vois, Margot, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, le mot fertilité, c'est un mot qui fait peur. Déjà parce que c'est un mot qu'on ne comprend pas trop, qui pendant longtemps a été tabou. Parce que pendant très longtemps, en fait, on nous considère un petit peu... le fait de savoir procréer, c'est quelque chose qui est censé être quelque chose d'acquis de l'être humain, qui est fait depuis des milliers d'années. Et donc, c'est quelque chose dont on ne peut pas trop toucher, qui a été sacralisé, la société, les religions, etc. Et donc, c'est un mot dont on n'a pas trop parlé, ou en tout cas auquel on ne touche pas. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la fertilité. Et en fait, tu vois, dans mes consultations, quand je pose la question, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais je suis très stressée, est-ce que je suis fertile ? J'ai une copine qui est infertile, j'ai pas envie d'être infertile. » Et je leur dis « Mais ok, c'est un mot qui vous stresse, mais pour vous, c'est quoi la fertilité ?» Et là, dans plus de 90% des cas, en fait, je me retrouve avec des personnes qui ne savent pas. Et je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas aussi que ça constitue un réel stress. La fertilité, c'est le fait de ne pas aboutir à une grossesse au bout d'1 an de rapports sexuels réguliers. Alors déjà, ça veut dire quoi régulier ? Ça veut dire 2 à 3 fois par semaine. Ok, mais est-ce que quand on est ensemble depuis des années, on a vraiment 2 à 3 rapports par semaine ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, tant mieux si c'est le cas, mais je ne pense pas que ce soit chez tout le monde. Donc, c'est 1 an de rapport sexuel régulier, sans contraception, bien évidemment, et avec cette personne-là en particulier. Donc, la fertilité, en fait, ça appartient à un couple, pas à une personne. Et si ça ne fonctionne pas avec cette personne, au bout d'1 an de rapport sexuel régulier, on parle d'infertilité. Alors, la question, c'est pourquoi 1 an ? Enfin, la vie, c'est pas quelque chose d'assez cadré comme ça. Parce qu'en fait, c'est des statistiques. Il a fallu trouver un moment où on intervient, parce que le but, c'est à quel moment nous, on intervient pour aider des gens, et à quel moment on se dit, tiens, ça, c'est pas normal. Pourquoi ça dure aussi longtemps ? Donc, on s'est dit, 1 an, c'était le bon moment entre... Je suis pas intervenue trop tôt dans leur intimité, mais en même temps, je suis pas intervenue
trop tard pour leur faire perdre des chances, si jamais je veux les aider. Et donc, c'est ça la fertilité. Et tu vois, ça, c'est hyper important parce qu'il y a énormément de femmes, et je le comprends totalement, parce que moi-même, j'ai consulté pour ça quand j'étais plus jeune, à la fac, je m'en souviens, où on se dit, tiens, est-ce qu'on est fertile ? On aimerait bien être rassuré comme ça et se dire, ok, je vais bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on ne peut pas répondre à cette question, puisque l'infertilité, c'est un nom de rapport avec une personne. Donc, tu ne peux pas faire des bilans, en fait, pour dire, toi, tu es fertile. Et ça, c'est un peu stressant. Parce que tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Tant que t'as pas réussi, en fait. Hein, Tant que tu n'as pas réussi, tu ne peux pas savoir. C'est fou. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as quelques chiffres ? Nous, on aime bien avoir des chiffres positifs sur le MILF Club, sur la fertilité aujourd'hui en France. Ouais. Alors, d'après l'INSERM, donc c'est l'Institut national de recherche scientifique au niveau de la santé, etc., au bout d'1 an, il y a à peu près 15 à 20% des couples qui sont infertiles. Sauf qu'au bout au bout de 2 ans, pardon, ce pourcentage, il descend à peu près 8%. Donc ça veut dire que quand même, si on se laisse un petit peu de temps, ça diminue de moitié. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, ces chiffres, ils sont quand même gonflés. Parce que comment on sait que les gens sont infertiles ? En fait, c'est parce qu'ils nous le disent. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui viennent consulter pour infertilité, alors qu'en fait, ce n'est pas des infertilités. Tu vois, la semaine dernière, il y a une patiente qui est venue consulter pour 1 an et demi d'infertilité. Donc, en fait, elle rentre dans les statistiques avec son conjoint. Et en fait, quand tu lui poses la question, elle a 2 règles par an. Donc, à la fait, elle ovule très, très peu, voire pas du tout. Et pourtant, tu vois, elle a consulté. Donc, ça aussi, il faut faire la différence entre les gens qui sont réellement infertiles et les gens qui consultent pour infertilité, parce que très souvent, et heureusement d'ailleurs, ce n'est pas vraiment d'une infertilité, mais juste parfois un manque d'information ou de la désinformation qui fait qu'on a consulté parce qu'on pensait être infertile, mais en fait, on ne l'est pas vraiment. Ah oui. Oui, là, c'était d'autres facteurs, en fait. Là, c'est d'autres facteurs, et juste, en fait, c'est que la patiente, elle ovule pas. En fait, vraiment, l'infertilité, c'est chez... Cette définition, elle est chez quelqu'un qui a des cycles tous les mois, vraiment sans facteur de risque associé. Sauf que du moment où tu n'as pas de règles, il faut que tu ailles consulter. Tu n'es même pas censé rentrer dans ces statistiques, tu vois. Puis il y a la femme et il y a l'homme aussi. Il y a la femme et il y a l'homme. Ça, on l'oublie très souvent. On oublie, hein. On ouais, l'oublie. c'est marrant, on aime bien oublier. Hein. Ouais. Et tu vois, l'infertilité, elle se divise en plusieurs catégories. Tu as l'infertilité qui est liée à la femme, c'est 30%. On voulait parler de chiffres, effectivement. 30% des infertilités sont liées à la femme, 30% sont liées à l'homme, 30% aux deux, mixtes, et 10%, on ne sait pas. On ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et ça, tu vois, il y a beaucoup de patientes qui me disent je ne comprends pas, j'ai fait tous les bilans, j'arrive pas à tomber enceinte, et pourtant tout est normal chez moi et chez mon mec. En fait, c'est pas que tout est normal, c'est que tout est normal dans les examens qu'on a réalisés, mais il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas encore. Ça peut être la psychologie. Ça peut être la psychologie, mais ça peut être aussi la génétique, on n'y a pas accès. Ça peut être l'immunité, on ne s'y connaît pas vraiment. Ça peut être le microbiote. Là encore, on est encore aux prémices de la recherche là-dessus. Donc, disons qu'on n'est pas tout en fertilité. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur, en fait, au final, l'homme et la femme sont autant fertiles ou infertiles l'un les que deux l'autre. sont impliqués. Ouais. Intéressant. En fait, ce que nous dit l'INSERM, donc l'Institut national de la recherche pour la santé, etc., ce qu'elle nous dit, c'est que lorsqu'un couple essaye d'avoir un enfant, 15 à 20% des couples n'y arrivent pas au bout d'1 an. Sauf que ce pourcentage diminue jusqu'à 8% lorsqu'on se laisse plus de temps, donc au bout de 2 ans. Ça, c'est lorsqu'on voit le verre à moitié vide. Mais en fait, lorsqu'on voit le verre à moitié plein, ça veut dire qu'au bout d'1 an, 85% des gens peuvent avoir un bébé et qu'au bout de 2 ans, c'est plus de 90%, 95%. Et donc, en fait, ça, c'est ultra positif. Chaque fois, on fixe notre attention sur les problèmes, l'infertilité, etc. Mais heureusement, la grande majorité des gens y arriveront et c'est tant mieux. Oui, ça reste des exceptions. Ça reste d'exception. Quelle est la moyenne d'âge à Paris et en province, du coup, pour avoir son premier enfant ? Alors, en France, la moyenne d'âge, elle est autour de 29 ans. Et à Paris, c'est plutôt 30-31. Donc, en fait, on voit clairement qu'il y a un recul de l'âge du premier bébé, de manière générale, en France, par rapport à il y a 20 ans. Et ça, c'est dû à une évolution de notre société. Et en fait, c'est logique. Enfin, on fait tous... Enfin, la majorité d'entre nous font des études. Et puis même si on ne fait pas forcément d'études, on a envie de profiter. On a plus les moyens d'aller voyager. Et aussi, on n'est plus, entre guillemets, forcé de se mettre avec telle personne parce que la famille a choisi une personne. Non, on aimerait choisir la personne qui nous correspond. Et ça, parfois, ça met un petit peu de temps. Évidemment. Donc forcément, on a notre premier bébé de plus en plus tard. Intéressant. On vit aussi plus longtemps, donc au final. On vit aussi plus longtemps, on se sent jeune aussi plus longtemps. Là, j'ai appelé une amie à moi il n'y a pas longtemps qui a fait ses études de vétérinaire
Et elle me disait, mon copain commence à me parler d'enfants. Moi, j'ai peut-être 32 ans, mais j'ai l'impression que je suis sortie de la fac d'hier, quoi. J'ai encore envie de profiter, j'ai envie de voyager, etc. Peut-être à 35, 36. Donc, en fait, et puis quand je pose la question autour de moi, on se dit tous à peu près ça, quoi. On se sent jeune plus longtemps et on travaille et on a envie de profiter de la vie. Ouais, on a envie de kiffer. On a envie de kiffer. Surtout depuis le Covid, j'ai l'impression que les gens vraiment se sont recentrés sur un peu Oui, je pense eux-mêmes aussi. et l'essentiel et leur bien-être. Exactement. Si, C'est complètement. marrant. Ouais. C'est vrai que j'entends de plus en plus après le Covid. Quelles sont les chances chaque mois pour avoir un enfant? Alors ça dépend de l'âge. Mais à 25 ans, c'est à peu près 25% de chances de tomber enceinte. Et 25 ans, c'est le pic de notre fertilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas être au-dessus de ça, en théorie. Évidemment, on est tous différents et il y a des femmes qui sont plus fertiles parce qu'au niveau génétique, elles sont plus fertiles que d'autres femmes. On le sait, on ne peut pas le prédire, mais on sait que c'est comme ça. Donc en moyenne, c'est 25% de chance chaque mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal de mettre quelques mois en moyenne pour tomber enceinte. Bah oui. Parce que je reçois beaucoup de messages de patientes qui me disent ça fait 2 mois, je comprends pas, on a des rapports au bon moment, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que l'espèce humaine, c'est l'espèce la moins fertile et qu'on n'a pas 100% de chance de grossesse à chaque cycle lorsqu'on fait les choses au bon moment. C'est 25% de chance. Donc quand tout va bien, on est en moyenne à peu près à 4 mois, 6 mois. Ah ouais. Et le retour de couche, du coup, ça doit varier, je suppose, parce que... Enfin, moi, je rencontre beaucoup de parents qui disent « Ah oui, on a eu notre 3e, notre 5e, en retour de couche. » Je suppose que du coup, notre fertilité est accrue à ce moment-là. Alors, je ne sais pas. Ok. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense pas vraiment. Maintenant, c'est lié à l'âge. Donc après, t'as beaucoup de tes amis qui sont tombés enceintes juste après? Non, mais je croise des taxis, des gens... Enfin, je parle un peu à tout le monde Ouais. autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, on a eu notre enfant en retour de couche. » C'est Ben, un vrai sujet quand même quand tu es à la maternité. Ils te disent, les sages-femmes viennent te dire « Alors faites bien attention pendant les prochains mois. » Ouais, tu vois. Alors c'est vrai parce que en fait, du moment où tu as ton retour de couche, tu remets les compteurs à zéro. Ça redevient comme avant. Alors c'est sûr que si tu as ton enfant et qu'après... c'est sûr que si tu as ton premier enfant, par exemple, à 25 ans, tu auras plus de chances à ton retour de couche que si tu as un enfant à 38 ans. Parce que du coup, les chances de grossesse baissent avec l'âge. Mais du moment où tu as ton retour de couche, tu remets les compteurs à zéro et tu peux retomber enceinte. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, parfois, on a des patientes qui sont infertiles depuis des années. On arrive à les faire tomber enceintes. Et ensuite, elles arrivent à tomber enceintes naturellement. Est-ce que le fait que l'utérus ait déjà porté une grossesse, est-ce que du coup, il est plus préparé à accepter finalement un embryon? Peut-être. Peut-être qu'on est plus fertile après le retour de couche. En tout cas, j'ai pas de pourcentage à donner ou d'études là-dessus, mais c'est possible. Est-ce qu'il est réellement difficile de tomber enceinte à 40 ans? Alors, ça serait mentir de te dire non. Ça serait mentir de te dire non. En fait, tu vois, quand je te disais à 25 ans, tu as 25% de chance, ça, c'est le pic de ta fertilité. Et après, ça va diminuer plutôt lentement. Jusqu'à 30 ans, ou à 30 ans, déjà, ta courbe, elle se baisse un petit peu, mais c'est pas choquant. À 35 ans, ta courbe de diminution, elle est un peu plus penchée. Et ça s'accélère un petit peu à 35, à 38 d'autant plus, et à 40. Et pour te dire, tu vois, tu as 25% de chance à 25 ans, mais tu as 5% de chance à 40 par mois. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber enceinte, mais c'est juste que statistiquement, tu mets plus de temps. Après, ça reste des statistiques. Ça veut dire c'est une moyenne, quoi. C'est une moyenne, et ça veut dire que tes 5%, tu peux les avoir du premier coup. Mais pour la plupart des femmes, elles mettront en moyenne plus d'1 an pour tomber enceinte. Mais 5%, c'est pas dégueu non plus. Non. C'est pas jouer au loto non plus. Non, c'est vrai. Tu peux. Et encore une fois, tu vois, ça dépend aussi de ta fertilité naturelle. Il y a des femmes qui sont plus fertiles que d'autres. Et il y a des femmes qui, à 40 ans, auront 15% et d'autres qui auront 2%. Voilà, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai connu des femmes qui, à 40 ans, faisaient fausse couche sur fausse couche parce qu'elles étaient hyper fertiles, quoi. Elles étaient hyper fertiles. Après, le truc, c'est qu'avec l'âge, la qualité des ovocytes baisse. Et donc, finalement, ça augmente le taux de fausse couche. Ah, c'est ça, donc, ok. Ouais. Mais ça veut dire qu'elles sont fertiles. Ça, c'est sûr. Elles sont très fertiles, elles tombent enceintes facilement. Après, c'est juste que l'embryon qui s'est créé, à ce moment-là, n'était pas forcément viable. Mais du coup, après, c'est bien qu'elles soient fertiles parce qu'à un moment donné, l'embryon sera viable et pourra porter une grossesse. Ok. Est-ce qu'on peut vraiment faire des bilans qui sont fiables? Pourquoi? Pour dire qu'on est fertile ou pour dire qu'on est infertile? Bah, les deux, en fait. Ça n'existe pas les bilans de fertilité. C'est-à-dire qu'aucun bilan pourra dire « Ah ben toi, tu vois, ça sera hyper facile pour toi d'avoir des enfants plus tard ». Vraiment, ça n'existe pas. Et je sais que je le vois de plus en plus, mais c'est une fausse publicité. Et à l'inverse aussi, je suppose. Et à l'inverse toi, aussi. Impossible. Impossible, non. Très, très rare. C'est fou de dire ça. Non, la seule chose on peut dire ça, c'est quand une femme n'a pas d'utérus, notamment avec les syndromes de Rokitansky, par exemple, ça peut arriver. Okay. Mais ça, on le sait très tôt, généralement. Ou quand une femme n'a pas d'ovaire, ou quand une femme n'a plus de trompe, là, on sait que quoi qu'il arrive, elle n'y arrivera pas naturellement. Mais mis à part ces cas-là, du moment où il y a des cycles, il y a une possibilité de grossesse. Okay. Ça, c'est certain.
Donc, les bilans de fertilité, ça n'existe pas. Seuls les bilans d'infertilité existent. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que, imagine, tu vois, un mec qui vient me voir et il me dit j'aimerais bien savoir si mon spermogramme il est normal. Je vais lui faire un test pour voir si ses spermatozoïdes sont bien. On va dire que le test, il est moyen, voire pas bon. Mais en fait, peut-être que ça lui posera aucun problème pour sa fertilité. Et donc, tu vois, faire un test de fertilité à tout le monde, en tout cas un bilan d'infertilité à tout le monde, les fameux bilans pour la radio des trompes, l'examen du spermogramme, l'examen de la cavité, le bilan hormonal, faire ça à tout le monde, je pense que c'est un peu dangereux. Parce que le gars à qui je vais dire ton spermogramme, il est pas bon. Psychologiquement, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup d'impact, que ce soit pour l'homme sur sa virilité ou que ce soit chez la femme aussi sur sa féminité. Il y a un impact important quand on a des mauvais résultats. Ça joue, alors que pourtant, avec le même spermogramme, des milliers d'hommes n'auront aucun souci. Pareil pour une femme. Je peux lui dire vous avez une trompe abîmée. Ça va lui rester dans la tête. Elle va se dire c'est sûr que j'aurai des soucis. Peut-être qu'elle va même s'exposer à des grossesses, etc. Sans contraception, parce qu'elle va se dire ça marchera jamais. Et pourtant, avec une seule trompe, elle aura très certainement aucun souci. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire ces bilans lorsque les gens ont essayé au moins quelques mois. Et ensuite, tu vois, une fois qu'ils ont essayé quelques mois, s'ils n'y arrivent pas, on se dit bon, là, on va faire les bilans. Et on va retrouver peut-être un spermogramme. S'il faut, ça n'aura rien à voir avec son spermogramme. Mais au moins, ça nous donnera des petits indices. Et tu vois, moi, je dis souvent à mes patientes et aux couples, en fait, je leur dis, notre but quand on fait des bilans d'infertilité, c'est pas trouver le coupable. C'est de trouver une cause sur laquelle on peut essayer d'agir pour améliorer les choses. Et j'ai un exemple à te donner sur une femme qu'on suivait en PMA, là, il y a quelques mois. Des années d'infertilité, des années en PMA. C'est dur quand même d'être en PMA depuis des années, vraiment. Il faut tenir. Et le spermogramme du gars était complètement normal. Et elle avait de l'endométriose. Donc d'après toi, qui est-ce qui portait le poids de la fertilité, Elle avait de l'endométriose et lui rien. Du coup, elle était vraiment, depuis des années, elle se disait c'est moi. Ouais. On a créé des embryons, on a fait une FIV. Et juste avant le transfert, moment où elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre. Et tombe enceinte comme ça. Pourtant, vu de l'extérieur, il venait d'elle le problème. Alors qu'en fait, non, peut-être que c'était juste eux deux. La compatibilité. Peut-être. Ou peut-être que son sperme, à lui, son spermogramme, il est normal, mais peut-être que l'ADN de son sperme est... Et tu vois, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, on ne peut pas prévoir, parce que c'est impossible de prévoir et il y a trop de choses qu'on ne maîtrise pas. Même les bilans d'infertilité, on ne les maîtrise pas. Alors comment tu veux qu'on puisse prédire la fertilité de quelqu'un ? Le hasard. Il faut laisser un peu de... Il faut laisser, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut laisser les... On essaye, tu vois, d'améliorer les choses, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, ce qui peut finalement enlever un stress aussi, tu vois. Ouais. Comment préserver sa fertilité ? Très, très, très bonne question. Comment préserver sa fertilité ? Alors, ce n'est pas que la congélation des ovocytes, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est global. Déjà, préserver sa fertilité, c'est connaître son corps. Parce que je trouve que collège, lycée, tout ça, on ne parle pas vraiment de comment fonctionne notre corps de femme, pas vraiment de comment fonctionne le corps de l'homme aussi. Enfin, moi, je me souviens de mes cours de reproduction. Alors, mis à part quelques cours en SVT sur la FSH, tout ça, les trucs hormonaux, mais moi, on m'a surtout appris à comment ne pas tomber enceinte. Contraception, attention, etc. Plutôt que c'est quoi l'ovulation, c'est quoi le moment le plus opportun pour avoir un rapport. Tout ça, bien évidemment, on n'a pas du tout abordé ces sujets. Donc la première chose, c'est de comprendre son corps, de comprendre ce que c'est qu'un cycle, ce que c'est que des règles et pourquoi on a des règles, c'est quoi les pertes, pourquoi elles se modifient, savoir que ça nous donne des indices sur notre ovulation, sur notre santé globale aussi. Donc la première chose, c'est connaître un minimum son corps de femme. La deuxième, c'est comprendre le système de soins. Le système de soins de la fertilité, il est assez complexe, c'est assez opaque. On ne sait pas trop vers qui se tourner. Est-ce que je vais voir la sage-femme, le gynécologue médical, obstétricien ? À quel moment j'y vais ? Est-ce que 4 mois, c'est trop tôt ? Est-ce que 2 ans, c'est trop tard ? Donc, c'est aussi essayer d'avoir une vision globale du système de soins et de se dire, OK, je vais commencer avec mon conjoint et à quel moment je dois m'inquiéter ? Et donc, pour ça, je pense qu'il vous faudrait développer des consultations, tu sais, comme les consultations de grossesse que tu fais avant. Là, Oui, préconceptionnelles. Préconceptionnelles, je pense qu'il faudrait la même chose pour la fertilité, histoire de faire un petit peu le point. Ouais. Il faut aussi améliorer sa qualité de vie globale. Il y a des choses qui impactent. Évidemment, la pollution et les perturbateurs endocriniens, beaucoup. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est cumulatif. C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens, en fait, l'accumulation de tout ça à 25 ans, à 35 ans, tu as accumulé encore plus de pollution et de perturbateurs endocriniens dans ton corps. Donc ça joue aussi. C'est vrai que l'âge joue, mais en fait, il y a aussi, quand tu as 25 ans, tu as moins été impacté par ton environnement qu'à 35, et donc là aussi, tu vois, c'est un impact. Donc il faut essayer d'améliorer son quotidien. Alors,
c'est difficile parce qu'on vit dans un monde un peu pollué. Donc, du coup, il faut essayer de faire à sa manière. Quand tu peux, tu manges bio. Après, tu essayes de manger des aliments que tu achètes au marché. Enfin bref, tu essayes à ta manière de faire un petit effort. Ça sera jamais parfait, mais ça sera toujours ça de prix. Comment tu peux préserver aussi ta fertilité? Ouais, c'est l'hygiène de vie. Donc, je disais, bien manger, sport, activité physique plutôt régulière, ou en tout cas éviter la sédentarité. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Éviter le tabac, l'alcool, ou alors en tout cas, quand tu peux éviter la clope de trop, ça sera toujours ça de prix. Vraiment, il ne faut pas être dans le strict. Tout est une question d'équilibre, parce que la santé mentale joue beaucoup. Donc si tu vas dans le strict, non, j'arrête de fumer du jour au lendemain, mais qu'en même temps, tu es trop angoissé, le stress chronique joue aussi. Et donc, il faut que tu arrives à trouver un certain équilibre dans ta vie où tu te sens bien. Donc, c'est comme ça qu'on préserve sa fertilité. Il faut savoir aussi, tu vois, que quand tu as de l'endométriose ou du SOPK, des syndromes des ovaires polykystiques, eh bien, une mauvaise alimentation impacte encore plus ta fertilité que si tu n'avais pas ces pathologies-là. Voilà. Et une dernière chose, la congélation des ovocytes. Ouais. Parce que tu vois, il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. C'est pas parce que tu sais qu'à 30 ans, tu as une meilleure fertilité qu'à 35 que tu vas avoir un enfant avec la première personne que tu rencontres. Tu as beau le savoir, ça va pas t'empêcher de faire tes propres choix. Et si tu n'as pas rencontré la bonne personne à 36 ou 37, avant 36-37, c'est pas parce que tu le sais que tu le feras pas. Donc, la congélation ovocytaire, elle te permet de congeler des ovocytes plus tôt pour te laisser, toi, le temps d'être bien avec tes projets, avec tes valeurs et d'avoir un projet au moment où tu le souhaites. C'est pas une garantie, mais c'est quand même une chance en plus. Et ça a un coût, ça, aujourd'hui en France, c'est ça? La congélation des ovocytes? Alors, on est le seul pays du monde où c'est pris en charge complètement par la Sécu. Ouais, franchement, très peu de pays font ça, en sachant que la ponction, elle est entre 3 et 5 000 euros. Ok. Et on a le droit d'en faire plusieurs. Sympa. Ouais, très sympa. Très sympa, on en parle beaucoup, mais en fait, moi je suis un peu biaisée parce que j'en parle beaucoup, mais en fait, je me rends compte que peut-être pas assez, il y a encore des gens qui ne le savent pas. Ouais. Intéressant. Et quelles sont, du coup, les alternatives à cette fameuse fertilité? Ouais. Quand ça marche pas, quelles sont les alternatives? Ouais. L'aide médicale à la procréation. C'est un mot qui fait très peur. C'est quoi? C'est PMA, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la PMA. C'est un mot qui fait peur parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe en fait dans ces centres. On touche aux oocytes, aux spermatozoïdes, on crée des embryons. C'est un monde qui va vite, où c'est un peu très médicalisé. Mais en fait, vraiment, il faut vraiment qu'on reprenne les choses sur la PMA parce qu'en fait, ce n'est pas un endroit où on fait forcément de la technique. On a conscience que le système de soins en matière de fertilité peut être largement amélioré. On sait que tous les professionnels de santé ne sont pas forcément formés dans le libéral, qu'en France, il y a quand même une disparité dans la prise en charge de la fertilité. Et donc, la PMA, elle essaye de pallier à tout ça. C'est-à-dire que, tu vois, on a l'impression que quand on va aller en PMA, on va directement te stimuler, te faire une fécondation in vitro, tout ça. Non. En fait, nous, en PMA, on voit le patient et on essaye de voir déjà qu'est-ce qui s'est passé avant. Est-ce que tous les bilans ont été faits? Est-ce que le couple est vraiment infertile? Et ça permet aussi, en fait, notre but premier, c'est pas de te faire des techniques, c'est d'essayer d'améliorer ta fertilité naturelle. Et si en regardant, on voit qu'en fait, il y a un petit problème de trompe, mais si on arrange ça, elle peut arriver à tomber enceinte naturellement, en fait, peut-être qu'on va la laisser faire. Et on ne propose des techniques, normalement, que si vraiment c'est nécessaire. Et donc, c'est quoi les alternatives? Tu as plusieurs techniques. En PMA, tu as l'insémination. C'est le fait, en fait, d'inséminer du sperme directement dans l'utérus. On le fait généralement chez des patientes qui sont jeunes, qui ovulent bien, qui ont une belle trompe, qui n'ont pas réussi à tomber enceinte naturellement. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème de col? On le fait pour des raisons parfois masculines, lorsque le gars il n'arrive pas trop à éjaculer ou avoir une érection. Et donc ça permet de pallier à tout ça. Donc on insémine le sperme dans l'utérus. On essaye de faire grossir 1-2 follicules, histoire d'améliorer un petit peu, de booster les choses. Et on essaye de faire ça 1 à 6 fois. Si ça ne marche pas, on passe à quelque chose d'un petit peu plus médical. C'est la fécondation in vitro. Donc c'est quoi? On stimule la femme à forte dose au niveau des ovaires, un peu comme la congélation des ovocytes finalement. Notre but, c'est de récupérer un maximum d'ovocytes, de les féconder avec les spermatozoïdes du conjoint, créer plein d'embryons qu'on va transférer au fur et à mesure jusqu'à que la patiente tombe enceinte. Okay. Voilà. Ça, c'est les 2 techniques principales qu'on a en PMA. Mais tu sais, entre le moment où on n'arrive pas à tomber enceinte et la technique de PMA, il y a des petits trucs qu'on peut faire chez son gynéco de ville, comme les stimulations simples. Tu sais, chez les patientes notamment qui ont du mal à ovuler, là, il n'y a pas besoin d'aller dans un centre de PMA, on peut faire ça facilement chez le gynéco, si le gynéco est spécialisé, bien sûr. Ok.
On donne des comprimés, ça fait ovuler, et ça augmente largement les chances de grossesse naturelle. Et alors, la PMA en don, c'est quoi ça? Les dons? Ouais. Alors, tu sais, des fois, il y a des femmes qui ont soit plus d'ovocytes, parce qu'elles sont ménopausées précocement, soit on a l'impression qu'elles ont des ovocytes de mauvaise qualité. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment l'expliquer, mais on sait que, tu vois, soit on n'arrive pas à créer d'embryon, soit l'embryon n'arrive pas forcément à tenir, et on arrive à savoir d'où vient le problème. Et quand la femme elle a des ovocytes de mauvaise qualité, en fait, il y a d'autres femmes qui peuvent donner leurs ovocytes pour qu'elles puissent avoir une grossesse. Ça, c'est le don d'ovocytes, qui en France est un peu long parce que le don est anonyme, la femme qui donne n'est pas payée, c'est vraiment altruiste, et très peu de femmes finalement le font, très peu, mais quand même. Il y en a des centaines par an qui le font, et je trouve, ouais, c'est fou. Tu vois, la semaine dernière, j'ai une patiente qui a fait 3 heures de route le matin pour venir à l'hôpital, pour donner ses ovocytes, parce qu'elle voulait absolument donner ses ovocytes dans le 93, parce qu'elle voulait que la population du 93 ait des ovocytes pour avoir des enfants. Tu vois, des gens qui sont hyper engagés. Waouh, Ouais, c'est fou. c'est militant, presque. Ouais, c'est militant, ouais. Et heureusement, il y a plein de gens comme ça. Et ça fait mal, c'est quoi le processus? C'est comme la congélation des ovocytes. En fait, elles sont stimulées avec des injections pendant 10 jours. Elles font des échographies répétées. Ouais, c'est pas anodin, elles sont pas payées. Vraiment, c'est altruiste. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a peu de femmes qui donnent aussi, parce que c'est un coût, en tout cas physique. Et elles donnent ces ovocytes, et ensuite ces ovocytes sont récupérés, donnés au laboratoire, fécondés avec les spermatozoïdes de la femme qui n'a pas d'ovocytes. On crée des embryons, et on les transfère, et ça permet à des femmes qui n'auraient pas pu avoir d'enfants, d'avoir des enfants et de réaliser leurs rêves, quoi. Waouh, Ouais. c'est magnifique. Et donc, tu as des dons d'ovocytes et des dons de sperme. Même chose, il y a des hommes qui donnent de manière altruiste leurs spermatozoïdes pour que des couples puissent avoir des enfants. Ça, c'est plus facile. C'est plus facile, ouais. Il vient, il fait un recueil, et puis voilà. Il y a des petits rendez-vous pour faire des bilans génétiques, etc. Bien sûr. Pour savoir s'il n'a pas de background. S'il n'a pas de maladie génétique, pas de maladie psychiatrique aussi, il y a quand même des interrogatoires. Donc, il vient 3, 4, voire 5 fois. Donc, c'est un coût quand même, de déplacement, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en France, mais on a le droit de les faire à l'étranger, par exemple? Ouais, il y a pas mal de choses. Les choses avancent assez doucement par rapport à d'autres pays d'Europe. Parce que en tout cas, tu sais, là, on a les lois de bioéthique un certain nombre d'années. En fait, on regarde les lois qui sont en rapport avec la procréation médicalement assistée, donc la PMA, parce qu'on sait que la société avance et on essaye de faire avancer la société avec ces questions-là. Et je trouve que ça avance lentement, parce que c'est des sujets qui font peur, que ça touche à l'intimité, la sexualité, la religion. Et en France, il y a quand même un regard parfois un petit peu négatif sur toutes ces techniques. En France, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est déjà la ROPA. ROPA. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais depuis 2021, en France, mis à part le fait que toutes les femmes maintenant peuvent congeler leurs ovocytes entre 29 et 37 ans, sans motif médical, les femmes seules peuvent avoir un enfant. C'est-à-dire que, par exemple, tu as 33 ans, tu n'as pas rencontré forcément la bonne personne, tu as envie d'avoir un enfant, tu n'as pas envie de dépendre d'un homme pour ton projet bébé. Et dans ce cas-là, tu viens en PMA et donc tu lances un parcours. Le CECOS, donc la banque de spermatozoïdes, te donne des spermatozoïdes et tu peux avoir un enfant seul avec un donneur de sperme qui n'est pas totalement anonyme, parce que l'enfant qui naîtra aura à 18 ans le droit de connaître ses origines. Ça, c'est depuis 2021. Et l'autre chose, c'est que les couples de femmes, maintenant, peuvent avoir un enfant, grâce également au don de sperme. Donc, ça, on a réussi à l'avoir en 2021. Ce qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est 3 choses. Donc, je te disais, la ROPA, c'est quand tu as des couples de femmes, par exemple, il y a la femme A et la femme B, et la femme A veut porter la grossesse, mais elle veut utiliser les ovocytes de sa compagne, Madame B. Et donc ça, on n'a pas le droit de le faire, parce qu'en France, on veut vraiment que le don soit anonyme, et là, pour le coup, tu connaîtras la donneuse. Ça, c'est interdit en France, et donc il faut aller à l'étranger, si tu veux. La GPA aussi, la gestation pour autrui. Par exemple, pour les couples homosexuels qui veulent avoir un enfant, ils sont obligés d'avoir recours à une mère porteuse. La GPA, c'est ça, c'est la mère porteuse. C'est interdit en France. Il y a des femmes, par exemple, qui ont eu, je sais pas moi, un cancer du col de l'utérus, et l'utérus n'est plus capable d'accueillir un embryon. Elles auraient besoin, elles ont des ovocytes,
mais elles auraient besoin d'une mère porteuse. Bien, c'est interdit en France, donc vous allez à l'étranger, et ça coûte plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. C'est très très cher. Donc ça, on peut pas. On peut pas aussi, je pense, parce que la loi en France, tu vois, en fait, la mère, c'est celle qui accouche. Et donc, il y a un problème aussi vis-à-vis de notre loi en France. La mère porteuse, tu vois, c'est pas la mère génétique, c'est celle qui accouche, Ok. qui est la mère de l'enfant. Et la dernière chose, c'est le PGT, le DPIA. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir analyser les embryons avant de les implanter dans l'utérus de la femme. Ah oui. Ouais. Alors, ça, moi, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur parce que c'est dans plein de pays européens, le DPI. Tu vois, quand tu fabriques, par exemple, 10 embryons, parmi ces 10 embryons, à 35 ans, grosso modo, tu auras 5 embryons qui seront génétiquement normaux et 5 embryons qui seront anormaux, qui donneront soit un enfant qui a une anomalie génétique, comme la trisomie 21, mais également d'autres trisomies qui ne sont pas viables. Tu peux avoir des fausses couches, tu peux juste avoir un échec d'implantation parce que les anomalies génétiques sont trop importantes. Donc, tu imagines que tu as 10 embryons et que tu en as 5 où tu sais d'avance que ça ne sera pas possible. Eh bien, nous, en France, on n'a pas le droit de le savoir. On a les techniques pour, mais on ne peut pas. Ce qui fait qu'on va transférer des embryons sans savoir lequel est bon ou pas bon. Et donc, on va exposer la femme à un échec successif, une fausse couche, précoce ou tardive, ce qui, je trouve, moi, est traumatique pour la femme. Ce qui va lui faire perdre du temps. Et des fois, il y a des femmes qui arrêtent même la prise en charge avant même d'être arrivées au bout du transfert du 10e, tellement qu'émotionnellement, c'était lourd. Et ça, tu vois, je trouve ça dommage, parce que la loi bloque pour des raisons éthiques et religieuses. Donc, les femmes sont obligées d'aller en Espagne pour pouvoir avoir recours à ces techniques, qui a un coût. Voilà. Mais restons positifs, parce que certes, on n'a pas le droit d'avoir recours à ça, mais quand même, la congélation des ovocytes pour toutes les femmes, c'est vraiment une avancée majeure, surtout que c'est pris en charge. La PMA solo aussi, et les couples de femmes. Vraiment, déjà, je pense qu'on peut s'applaudir sur ça parce que c'est une très, très belle avancée. Pour ce qui est de la congélation ovocytaire, donc je te disais que toutes les femmes, maintenant, sans motif médical, peuvent congeler leurs ovules entre 29 et 37 ans. Comment on fait pour s'inscrire ? Parce qu'on se pose toujours la question, enfin très souvent. Il faut un courrier. Ton médecin généraliste, ton gynéco ou ta sage-femme pour dire que tu veux faire une congélation ovocytaire tout simplement, que tu n'as pas de maladie particulière. Il te faut un bilan hormonal, une prise de sang, et une échographie qui compte tes follicules dans tes ovaires, pour savoir si tu as plutôt une bonne réserve ou une réserve qui est un peu plus basse. Une fois que tu as ça, tu vas dans un centre de PMA qui réalise la congélation ovocytaire, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des listes d'attente, notamment en région Île-de-France, parce que on fait des enfants de plus en plus tard, je te l'ai dit, et notamment en Île-de-France, où c'est plus tard que la moyenne française, et donc parfois on peut avoir 2 ans d'attente. Donc certains centres stoppent les inscriptions après 35 ans, donc c'est très important de venir tôt pour se renseigner, quitte à le faire plus tard. Hein. Mais c'est important de quand même avoir conscience qu'il y a un peu de temps d'attente. Et comment ça se passe concrètement ? Il y a 10 jours d'injection. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais dans tes ovaires, tu as plein de follicules. C'est des petites bulles d'eau qui contiennent des ovules. Et normalement, ton corps, il est capable d'en faire grossir qu'un seul chaque mois pour éviter que tu aies des jumeaux ou des triplés. Il le fait ovuler. Et à la fin du mois, tous tes petits follicules dans tes ovaires disparaissent. Et le mois d'après, tu as un nouveau groupe. Nous, notre but en PMA, c'est non plus qu'il y ait un seul follicules qui grossissent, parce que c'est dommage, tu en as plein d'autres à côté qui attendent. Notre but, c'est de faire grossir tous les follicules qui sont sortis pour congeler un maximum d'ovules, te créer un petit stock. Comme ça, si un jour tu en as besoin, nous, on est là et à la banque, si jamais le jour où tu en as besoin, tes ovocytes sont peu nombreux ou de qualité un peu moins bonne, on se dit, attends, tiens, il y a quelques années, je me suis fait un stock d'ovocytes qui sont de très très bonne qualité. Et là, en fait, tu augmentes tes chances et tu te sors une carte joker, quoi. Et donc ça, c'est important. Je sais qu'on a l'impression que c'est laborieux, la congélation ovocytaire. Le parcours, c'est vrai, est laborieux quand on ne connaît pas trop. Mais en fait, du moment où on est dedans et lorsqu'on est bien accompagné, c'est 10 à 15 jours. Et une fois que c'est fait, on est quand même satisfait et on s'enlève d'un poids important. Et je pense que c'est très bien. Les injections, c'est 1 fois par jour ? C'est tous les soirs, mais tu vois, c'est un peu comme les injections des diabétiques. Tu sais, les petites aiguilles, là, tu te le mets dans le ventre ou dans la cuisse. C'est toi qui fais tout seul ? C'est toi qui fais tout seul. Et j'ai même des patientes, tu vois, qui sont au resto, elles vont aux toilettes, elles s'injectent. Enfin, franchement, elles continuent à vivre leur vie tranquillement. Il n'y a pas besoin que ce soit au frigo et tout. Donc, D'accord. Sophia, merci pour toutes ces informations. Écoute, avec plaisir. Vitales, je dirais même. Est-ce que tu as une petite conclusion pour nous, du coup, sur la fertilité ? Ouais. Tu vois, moi, je pense que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la fertilité, c'est quelque chose déjà qui appartient au couple. Que tout ce qu'on peut faire en matière de fertilité, en fait, on se met beaucoup la pression. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ? En fait,
on ne maîtrise pas grand-chose. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre soin de toi. Parce que si tu prends soin de ta santé globale, tu vas prendre soin de ta fertilité. Si tu penses que tu vas avoir des enfants tardivement, il n'y a pas de problème, congèle tes ovocytes. Ça te permettra de te laisser plus de temps. Et vraiment, la chose que tu dois retenir, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Il faut que tu connaisses ton corps, que tu connaisses un petit peu le système de soins pour savoir vers qui te tourner si jamais il y a un problème, pour savoir à quel moment y aller. Et au moment que tu connais ça, ben laisse-toi aller. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. La plupart des gens sont fertiles. Donc, no stress, ça va bien se passer. Merci Sophia. Avec plaisir. Merci toutes les MILFs et tous les autres en fait, qui nous ont écoutés aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Merci beaucoup Margot.